Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine. Lundi 22 mai, nous allons commenter l'actualité aujourd'hui avec Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour Valérie, bonjour. Oui, Éric bonjour. Revel, journaliste éditorialiste Valérie, sur bonjour Sud Radio. Bonjour, tout compte fait tous les matins, 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio. Michael Darmon. Bonjour à tous. Bonjour Michael, journaliste politique J'accepte. chez I24 News, et vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est paru aux éditions L'Archipel, et Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Évidemment, on va parler des LR, de cette une hier dans le journal du dimanche, et surtout de ces annonces autour de l'immigration. Que de la com, je vous pose la question. Si vous avez écouté Malika Sorel-Sutter ce matin dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger, c'est en substance ce qu'elle nous a dit. 21 morts à Marseille depuis le début de l'année dans des règlements de compte. Et puis les profs absents, y aura-t-il assez de profs à la rentrée? J'espère qu'on aura le temps de tout traiter, puisqu'il y a évidemment vos coups de cœur et vos coups de gueule. Eric, on va commencer avec vous, avec voilà, vous êtes Rochelais de cœur. Bien donc, sûr. Enfin, je suis même, je suis même, c'est moins politiquement correct, mais je suis moitié rétais même. Ah. Voilà, c'est pas je dis ça parce que l'île de Ré, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, moi, ma mère est couardaise, donc voilà. Et La Rochelle. Couardaise de la Couarde. La Couarde, oui. Voilà. Ce qu'a fait le Stade Rochelais face au monstre irlandais Leicester dans ce match phénoménal, vous pouvez pas imaginer. Parce qu'en fait, c'est l'histoire du Stade Rochelais en deux mots. Hein, c'est un petit club à l'origine. Moi, j'ai bien connu Monsieur Merlin, qui était le père de l'actuel président Merlin du Stade Rochelais. Vous savez, Merlin, en Charente-Maritime, c'est les sucres et les cafés que vous trouvez dans les brasseries. C'est un petit club à l'origine qui a grandi et qui, pour la deuxième année consécutive, c'est comme si le PSG gagnait 2 fois de suite la Champions League en football. Vous voyez, ça n'arrivera jamais. Et ben La Rochelle l'a fait en rugby dans un scénario absolument dont seul le sport peut nous réserver de tels hauts et de tel bas. Après 11 minutes, ils sont menés 17-0, c'est-à-dire qu'ils prennent 3 essais les Rochelais et ils gagnent d'1 point à la fin du match après des enfin, et le Leicester, je peux vous dire que quand vous voyez leur ligne d'avant au Leicester, les Irlandais, c'est quasiment l'équipe d'Irlande. C'est quasiment l'équipe nationale d'Irlande, et l'équipe nationale d'Irlande, elle est classée au premier rang mondial des équipes nationales de rugby. Donc l'exploit des Rochelais, c'est fou. Vous avez vu les images, les gens qui se jettent dans le vieux port de La Rochelle. À l'île de Ré, je peux vous dire que ça a été aussi assez fou. Bon, alors Michael, il aime peut-être pas le rugby, mais moi j'aime La Rochelle et j'aime cette victoire. Alors d'abord, c'est aller un peu vite en besogne, cher Eric Revel. Je suis pas du tout un spécialiste de rugby, ça je vous l'accorde, mais ce qui retient toujours mon attention, ce sont les histoires collectives et ce que ça génère. Or, on sait depuis très longtemps que le rugby est au fond un sport peut-être plus inclusif que ne l'est le football, qui donne sa place dans l'équipe à tout le monde, quel que soit le gabarit, l'origine, la provenance, et que quelque part, c'est pour ça aussi qu'il a plus de sympathie au sein de la société française. Et en particulier, ce qui se passe avec La Rochelle, c'est aussi l'histoire de la réussite d'un club qui s'est développé sur la base de partenariats locaux, régionaux. Je parle en termes de sponsors. Ils ne sont pas allés au bout du monde chercher des grandes fortunes et voilà, suivez mon regard, pour pouvoir performer. Et donc c'est une histoire finalement qu'on aime bien, parce que c'est l'histoire toujours de David et Goliath, et qui se rejoue, et quand elle se rejoue à notre avantage, c'est toujours intéressant. Puis à l'intérieur du match, vous avez aussi puisqu'on parle de David et Goliath, vous avez aussi les Horaces et les Curiaces, vous voyez, parce qu'en fait l'actuel entraîneur, de La Rochelle, c'était un Irlandais, c'est une star irlandaise, mais qui jouait au Munster, alors que non, mais tout était absolument incroyable. Christine aussi, et à Toulouse, il y a une grande équipe de rugby, évidemment. Christine, vous avez suivi, vous qui bien sûr, êtes une grande amatrice de sport. Bien sûr. Alors moi, j'étais pas à La Rochelle pour suivre le match, mais j'étais pas très loin, et je peux vous dire que la tension était à son comble. Mais après, mon cher Eric, c'est un match extraordinaire, effectivement, avec le scénario parfait, parce que la pièce aurait pu retomber du mauvais côté, et l'histoire aurait été tout autre, évidemment, avec beaucoup de larmes. Mais c'est un exploit retentissant, magnifique. Mais comme on est chauvin, chacun dans son équipe, je dirais bien bravo pour La Rochelle. Maintenant, il va falloir accumuler les Brennus, comme à Toulouse, pour arriver au même palmarès. Non, je rigole, c'est un exploit formidable et retentissant. Et c'est surtout de très bon augure avant la Coupe du Monde de rugby, qui se joue en France, parce qu'il y a plusieurs joueurs de La Rochelle qui sont au sein du 15 de France, et toute équipe qui arrive en forme, ces joueurs arrivent en forme, et tout ça va arriver très vite, et ça va être une formidable fête populaire, on l'espère en tous les cas, et une fête du sport
sport, une fête. Ça va nous changer un peu d'air à la rentrée, Absolument. je trouve. Mais pour vous faire frissonner une dernière fois, oui, parce que... Oui, mais ça, c'est Non, mais sûr. je vais Il y en vous a faire pour une frissonner semaine, Valérie, parce que rassurez-vous. Quand vous regardez le match, Christine a raison, la pièce pouvait retomber d'un côté ou d'un autre. On est à 2 minutes de la fin ou à 3 minutes de la fin. Les Irlandais sont en train de pilonner la ligne d'essai de La Rochelle. On se dit, évidemment, s'ils marquent un essai, c'est absolument terminé. C'est mort. Et là, il y a un geste absolument incroyable d'un joueur irlandais qui met un coup de tête au Rochelais. L'arbitre regarde la vidéo, met un carton rouge à l'Irlandais, donne une pénalité qui redonne la balle à La Rochelle. Et c'est là où ils sauvent leur peau. Non mais c'est absolument assurant. En gagnant. Je pense qu'on va vous embaucher sur Sud Radio le week-end pour commenter le rugby vu votre enthousiasme. On va rester avec vous, Eric, parce que je voulais qu'on revienne sur Bruno Le Maire, qui était l'invité de Quelle époque, l'émission de Léa Salamé. Et donc, écoutez ce qu'il disait quand on lui parle inflation. J'essaye d'être juste, de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Mais je ne veux pas qu'au bout du compte, ce soit le petit producteur de lait de la Manche, de l'Eure, de la Seine-et-Marne ou de n'importe où ailleurs en France qui trinque parce qu'on lui aurait serré le kiki. Voilà, donc j'ai 4 enfants à nourrir. Bon, ça c'est factuel. Et puis cette phrase, effectivement, qui ne veut rien dire. Qui ne veut rien dire. Alors moi, j'en ai parlé ce matin parce que, vous savez, il y a les psys vous parlent beaucoup de la lapsus linguae, le fait qu'on dise quelque chose, mais qu'on le dit tellement mal qu'en fait, inconsciemment, on dit le contraire de ce qu'on voulait dire. Et bien, dans la phrase de Bruno Le Maire, pour moi, c'est un lapsus syntaxique de folie. Je paie beaucoup de prix de paquets de pâtes. Je paie beaucoup de prix de paquets. Ça ne veut absolument rien dire. Donc en fait, on se dit, mais en fait, Bruno Le Maire peut-être veut se donner un côté humain, proche des gens. Il a le droit. Il est ministre des Finances. Il le rappelle très souvent qu'il a 4 enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que on sent dans cette phrase qu'il y a quelque chose qui ne passe pas quand il dit les choses. C'est pas normal. C'est j'achète des pâtes. Bah oui, je suis conscient de l'augmentation du prix des pâtes. Vous voyez, ça se comprend. Mais je paie beaucoup de prix de paquets de pâtes. Je pense que celle-là, elle va rester, si vous voulez, un bout de temps. Ouais. Et qu'est-ce que Christine, vous l'avez entendu aussi. Et puis ce besoin de montrer qu'il est normal, qu'il a 4 enfants. J'ai 4 enfants à nourrir. Enfin, quand on dit ça, on a l'impression qu'il gagne, qu'il est au RSA et qu'il doit se battre au quotidien pour aller trouver la pitance de ses enfants. Bon, après, j'attends de voir effectivement Bruno Le Maire poussant un caddie dans un supermarché le week-end pour faire son plein de courses. Non, trêve de plaisanterie, pourquoi pas. Mais simplement, ce besoin toujours de se rapprocher de monsieur et madame tout le monde, et pour dire qu'on connaît le quotidien des gens et qu'on connaît le prix de la baguette de pain. Donc c'est vrai que le procès qui est fait à chaque fois aux hommes et aux femmes politiques d'être hors sol, de ne pas connaître le prix du ticket de métro, le prix de la baguette, c'est fait régulièrement, et cette manière de rappeler que ils sont comme tout le monde, ils vivent, ils ont des familles et ils ont la notion du quotidien et des gens. C'est peut-être sans doute en décalage quand on est ministre de l'économie, un des personnages central du gouvernement en charge de ces questions du pouvoir d'achat. C'est aussi manière pour lui de dire je compte ce que les Français dépensent tous les mois, et c'est ma seule boussole, parce qu'on le sait, l'inflation aujourd'hui est un vrai sujet d'angoisse et une réalité quand on fait ses courses. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement le prix du paquet de pâtes, c'est le référentiel à augmenter. Mais comme tout a augmenté, c'est difficile pour les gens, quand ils sont à écouter ce que dit le ministre de l'économie, de se rendre compte qu'il agit parce qu'il se rend compte qu'il fait ses courses. Donc ça, c'est un tout petit peu un décalage. Mais c'est de la communication. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. On a eu des hommes et des femmes politiques précédemment qui nous expliquaient qu'ils prenaient le métro, qu'ils achetaient leur pain, qu'ils connaissaient le prix des choses, en fait. Voilà, tout simplement. Sans doute que c'est vrai, mais ça a du mal à passer par rapport à la réalité des gens, sans doute. Alors, ça n'est pas que de la communication. C'est aussi la compétition. Parce que vous avez aussi l'autre champion de la politique en supermarché, c'est Gérald Darmanin, qui raconte régulièrement, et il suffit de vérifier, apparemment c'est assez facile à vérifier, que tous les samedis, il va faire ses courses, ou en tout cas très fréquemment, dans le supermarché de Tourcoing, voilà, qui est son quartier. Et d'ailleurs, il raconte volontiers qu'il met plusieurs heures à faire des courses, parce qu'évidemment, il est abordé en permanence et il répond à tout le monde.
monde. Et de ce point de vue-là, ça vient aussi, pour Bruno Le Maire, contrer et concurrencer aussi ce récit de la proximité sur lequel on va dire que Gérald Darmanin a quand même une longueur naturelle d'avance, tandis que Bruno Le Maire doit quand même faire oublier qu'il est loin, qu'il est effectivement en haut de l'échelle du gouvernement, qu'il vient d'une famille quand même aisée bourgeoise, et qu'il est aussi un écrivain prolixe, comme on le sait, et donc il doit montrer à quel point il est quand même aussi proche des gens. Il travaille cela depuis assez longtemps. L'autre expression dans le même extrait à noter, c'est serrer le kiki quand même. Mais ça se dit. Là, ça se dit, mais pas toujours chez Bruno Le Maire. Non, mais voilà, donc alors on est quand même samedi soir dans une émission très exposée avec tout ce qu'il faut dire pour pouvoir. Voilà, c'est une émission d'image. Ce que je veux dire, c'est serrer le kiki. Là, il fait de l'image. Michael, je paie beaucoup de prix de paquets de pâtes. Là, il y a peu de gens. Mais ce qui est dommage quand même, pardonnez-moi. Ce qui est dommage, c'est que là, on s'attarde évidemment sur ce qui nous a fait le plus rire. Comme l'a très bien analysé Michael, qui replace dans le débat politique pour 2027 ceux qui ont de l'ambition présidentielle et tout, mais il a fait 2 annonces fortes quand même. C'est la prolongation du trimestre anti-inflation. Voilà. Un truc que je n'ai pas compris non plus quand il dit merci aux industriels d'avoir fait des efforts, mais la négo a pas commencé, donc on ne sait pas de quel effort il s'agit. Puis dernier truc quand même qui met une petite pierre dans le jardin du président de la République, c'est que sur la baisse des impôts pour les classes moyennes, les 2 milliards d'euros, Bruno Le Maire a quand même cette phrase en disant on verra ce que nos finances permettent de faire. Donc c'est pas tout à fait le même discours tonitruant d'un Emmanuel Macron qui dit d'ici 2027 les classes moyennes auront 2 milliards d'euros. Non, Bruno Le Maire il dit on va voir. Oui, parce que c'est un peu ce qu'a dit le président aussi. Il a dit je vais voir comment on peut y arriver. Pour serrer le kiki. En quelques mots, pour prolonger ce que dit effectivement Eric, il a entièrement raison. Il faut mesurer la stupéfaction dans les milieux vraiment qui regardent l'état des finances publiques de la déclaration et de l'annonce du président de la République. Absolument. En particulier chez Pierre Moscovici du côté de la Cour des comptes. Voilà. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler évidemment avec vous de tous les sujets qui font l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h pour compléter notre tour de table. Alors Alexis Bachelet vient d'arriver, adjoint au maire à la mairie de Colombes et vous avez été député PS. Christine Bouillot, alors qu'est-ce qui a retenu votre attention à vous ce week-end ? Alors c'est l'histoire d'un mail envoyé par les policiers de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne au chef d'établissement du rectorat de Toulouse pour leur demander quel était le taux d'absentéisme des enfants dans leurs établissements le jour de la fête de l'Aïd. Donc c'était le 21 avril dernier et ce mail... Et au départ, qui était, on va dire, une affaire qui était circonscrite sur le rectorat de Toulouse, devient aujourd'hui un questionnement qui remontait jusqu'au ministère de l'Intérieur, parce que quand nos confrères de la Dépêche du Midi ont eu connaissance de ce mail et révélé l'information, ce mail est parti donc auprès des chefs d'établissement pour demander combien d'enfants étaient absents ce jour-là. Ça a été fait sans l'aval du rectorat, puisque le recteur de l'académie de Toulouse, Mostafa Fourard, a dit qu'effectivement, à aucun moment, il n'avait été question de demander combien d'enfants étaient absents en ce jour-là. C'était un vendredi, on s'en souvient. Donc, c'est effectivement quelque chose qui commence à embarrasser sérieusement du côté de la communauté éducative, lever le bouclier, du côté des syndicats également. Jean-Christophe Cambadélis, hier, s'en est ému en disant qu'on parlait tout simplement de fichage des enfants d'origine musulmane. Et donc, hier soir, le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de son secrétaire général, a fini par avouer avoir demandé à certaines académies quel était le taux d'absentéisme des enfants dans les établissements, mais qu'en aucun cas il ne s'agissait d'un fichage des élèves musulmans. Donc il y a plusieurs questions. À quoi ça sert ? À ça, le ministère a répondu que régulièrement le ministère de l'Intérieur, on va dire, étudie l'impact de certaines fêtes religieuses, je cite, dans le fonctionnement des services publics, et notamment au sein de la sphère éducative. On peut aussi demander est-ce qu'il y a eu d'autres religions ciblées par cette demande qui est arrivée pour la première fois effectivement directement dans les boîtes mail des chefs d'établissement, d'où les mois au sein de la communauté éducative. Voilà. Alors nous on avait débattu ici, commenté
c'est Michel Taube qui nous l'avait révélé dans une école du 13e arrondissement où il y avait carrément eu une circulaire demandant aux parents si leurs enfants seraient absents de la cantine en raison du ramadan. C'était intitulé comme ça, hein, les dates du ramadan seront du temps au temps. Est-ce que votre enfant ira à la cantine? S'il n'y vient pas, il sera remboursé. Donc on pouvait aussi être choqué par cette circulaire de la même manière. Disons que là, c'est un mail qui part des policiers, hein, c'est la direction départementale, voilà, qui part directement de ministère de l'Intérieur et qui est en tête de la police nationale, qui demande au chef d'établissement un nombre d'enfants absents, voilà, en sachant que ont pu être absents des enfants non musulmans. Oui, hein, puisque c'était la veille des vacances des vacances de Pâques. Ouais. Exactement. Bon, donc voilà. Gros c'est moi là-dessus. Voilà. Veut réagir, oui, c'est ça, le recensement des élèves absents. Michael. L'élu local, peut-être d'abord. Ouais. Alexis. Oui, parce que c'est des problématiques qui sont très connectées à l'organisation entre le temps scolaire, le temps périscolaire. On fait tout le temps des vérifications parce que par exemple pour la cantine on essaye de savoir combien il y a d'enfants, pour le temps périscolaire aussi, pour le centre de loisirs, parce que sinon c'est des dépenses, des repas préparés non consommés. Donc... Que ça part du ministère de l'Éducation nationale, ce genre de demande. Et pourquoi pas? L'Éducation nationale aussi, mais il y a effectivement, je pense pas qu'on puisse parler de fichage, de choses comme ça, pour une raison simple. C'est que en fait ces statistiques elles incluent des enfants par exemple dont les parents sont partis en week-end. Moi j'en avais parlé la dernière fois dans l'émission. Il y avait le vendredi, visiblement il n'y avait pas que pour l'Aïd il y avait des enfants absents, puisque moi j'ai un petit camarade d'un de mes enfants, je lui dis en discutant avec mon fils, il me dit j'ai un de mes camarades, il est parti à Boston, donc les parents sont partis le vendredi. Donc je pense qu'il faudrait prendre en compte aussi la religion des 3 jours. Hein, c'est-à-dire les familles dont les parents partent le vendredi pour refaire un petit peu un week-end plus prolongé, vous voyez. Donc ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Oui, alors moi juste, j'ai quand même souvenir d'écoliers où régulièrement, avant les périodes comme cela, en levant la main, on avait la question toute simple qui sera absent, qui sera présent. Donc. Je dirais que c'est aussi une attention de l'institution qui est, en termes de gestion des effectifs, qui part quand même de quelque chose d'assez, je dirais, pragmatique. Voilà. Après, que ça soit que les motivations et que les questions aient évolué avec effectivement maintenant la dimension religieuse, ça pose une autre question et ça peut être peut-être critiquable. Mais la gestion, voilà, c'est ça. Donc la gestion des effectifs. Bon, j'ai ce souvenir que ça a toujours été. Alors moi, je vais être un peu moins politiquement correct, chers amis. Oui, bien sûr. D'abord, je ferai remarquer, je dis pas ça spécialement pour Christine, mais qu'on n'est pas encore face à la police de Vichy, au fichage terrifiant, etc. Mais je défends personne, moi. Je rapporte les faits, mon cher Eric. Juste les faits. D'abord, il y a un accroissement fort. Il y a un accroissement fort de la fête de l'Aïd en France. C'est factuel aussi. Alors, il y a des problèmes de cantine, de service public, je veux bien le croire, mais je fais remarquer comme une chose, c'est qu'en théorie, lorsque vous décidez d'être absent, vous avez le droit d'être absent, vous motivez votre absence en amont, vous voyez, en amont. Donc en réalité, si on veut savoir qui est absent pour la fête de l'Aïd, pour ne parler que de cette fête, c'est très facile à savoir. Si les parents et les élèves ont respecté la motivation d'absence en amont, vous savez qui va être absent. Je voulais juste revenir sur l'origine de la demande, que ce soit le ministère de l'Intérieur. Oui, voilà, c'est la question. C'est-à-dire pourquoi le ministère de l'Intérieur. Pour partager le point avec Cambadélis et d'autres personnalités de gauche, c'est quelle est la vraie motivation. Quelle est la vraie motivation? Pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur s'intéresserait plus à cette fête-là musulmane qu'à d'autres? Alors, on peut avoir quelques réponses, mais je veux dire, c'est ça la question centrale. C'est quelle est la motivation? Ça, je veux dire, le coût des services publics, c'est pas au ministère de l'Intérieur de savoir s'il va y avoir du gâchis, parce qu'il y a moins d'enfants qui vont déjeuner à la cantine et qui n'auraient pas prévenu. D'accord. Ça ne tient pas. Et le ministère de l'Intérieur a répondu ou pas, Christine? Oui, c'est ce que je vous disais. Il a répondu hier soir que régulièrement, il étudie l'impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics et notamment au sein de la sphère scolaire. À partir de quel moment le ministère de l'Intérieur s'intéresse aux
effectifs. C'est le non, mais ministère s'intéresse aux effectifs de l'éducation nationale. Je rappelle quand même que nous venons de passer un week-end de 4 jours. Petit retour en arrière. Jeudi de l'Ascension. Pourquoi les enfants n'avaient pas cours vendredi? Parce qu'on s'était rendu compte pendant des années que le vendredi qui suivait le jeudi de l'Ascension, les classes étaient désertes. La plupart des parents. Voilà, absolument. Donc c'est un ajustement. Mais pourquoi est-ce que ça part du ministère de l'Intérieur? Non, puis attendez, dernier petit point, moi qui étais dans un lycée à Nanterre où on avait une mixité sociale, ethnique et religieuse très forte, c'était Joliot-Curie. Bravo. Absolument, j'étais au lycée Joliot-Curie. Moi, je me souviens pas, si vous voulez, que mes copains musulmans, il y avait un questionnement pour l'Aïd à cette époque-là. Je ne me souviens pas du tout. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que ça dit aussi de l'évolution de la société? C'est aussi ces questions qu'on peut se poser tranquillement, chers messieurs, sans être taxés de ceci ou de cela. Oui, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que je crois que le baromètre de la, on va dire maintenant de l'attractivité, du respect de cette fête de l'Aïd pour les musulmans, en fait renseigne sur quelque part la baisse en tout cas ça n'indique pas un taux de radicalisation religieuse. C'est-à-dire qu'en fait le rapport à la fête de l'Aïd est à peu près aussi similaire à celui du rapport du juif de Kippour. C'est-à-dire que c'est de plus en plus respecté par les musulmans qui ne respectent pas. Ah non, mais ça devient. C'est intéressant. Oui, ça raconte ça. Populaire, ça raconte ça. Voilà, ça raconte cela, tout comme à la fête de Pâques, et aussi un moment de rassemblement des familles pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer durant l'année, mais qui ont identifié ce moment comme étant celui où il se retrouve, comme dans d'autres confessions. Voilà, 9h28, on se retrouve dans un instant. On va dire un mot de Zelensky au G7 et puis les LR et l'immigration. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous, avec Christine Bouillot, Mickaël Darmon, Éric Revel et Alexis Bachelet. Alexis, c'était un coup de cœur ce matin pour... non, c'est un coup de projecteur. C'est un coup de projecteur au sens où peut-être on s'en est pas bien rendu compte parce que l'actualité est dense, c'est que on approche du 500e jour du conflit en Ukraine, mais il y a eu plusieurs événements diplomatiques, militaires et donc politiques importants. Bon, d'abord, avant même le G7, Volodymyr Zelensky a été invité à la Ligue arabe. Donc, il s'est retrouvé face à notamment des gens qui lui sont qui sont des alliés fidèles de la Russie, comme Bachar al-Assad, qui d'ailleurs a été réintégré aussi dans le jeu diplomatique, ce qui pose d'autres questions sur ce qui se passe dans cette région. Mais le fait que Volodymyr Zelensky soit invité d'abord à la Ligue arabe comme invité entre guillemets d'honneur, je crois d'ailleurs par l'Arabie Saoudite, et puis ça se passe en Arabie Saoudite. Ça a peut-être pas plu à tout le monde, mais il était quand même là et il a pu faire passer son message. Et puis il y a eu une réitération au moment du G7 où la Russie n'était pas. Et où, à l'exception peut-être de quelques pays qui restent encore, on va dire, insensibles à la cause ukrainienne, on a l'impression, par exemple, que l'Inde ou que d'autres pays, les pays dits non alignés, les BRIC, le Brésil, l'Inde, la Chine, etc., on a l'impression quand même que l'isolement diplomatique de la Russie se continue à se construire. Voilà. Que plus le conflit dure, contrairement à ce que souhaitait sans doute Vladimir Poutine, eh bien, plus la cause ukrainienne reste visible à l'agenda politique international. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va probablement avoir un conflit qui se poursuit. Et si on raccroche ça à une autre annonce qui a eu lieu, notamment de la part de Joe Biden et des alliés, sur la livraison d'avions de guerre, d'avions de chasse, qui, rappelons-le, il y a un an, c'était invraisemblable. On disait non, mais on pourra jamais faire ça parce que bon, les Russes ne l'accepteront pas. C'est une ligne rouge. On avait dit ça aussi à propos des chars d'assaut. On avait dit ça à propos d'un certain nombre de systèmes d'armement. Et en fait, on se rend compte que finalement, qu'on le veuille ou non, cette guerre, il faut que l'Ukraine la gagne. En tout cas, de plus en plus de pays le pensent. Parce que sinon, une victoire de la Russie serait une remise en cause des frontières
héritée de la Seconde Guerre mondiale et d'un certain nombre d'accords internationaux, serait une remise en cause quand même de la charte de l'ONU, l'intégrité des États, la souveraineté. Et finalement, peut-être qu'il a fallu du temps pour s'en rendre compte, mais l'Ukraine et la Russie, c'est pas simplement une question intérieure, c'est pas simplement une zone d'influence russe où on laisserait les Russes faire ce qu'ils veulent. Il y a des pays, il y a d'autres pays d'ailleurs, on pense par exemple à la Pologne ou à la Finlande ayant demandé à rentrer dans l'OTAN, ce qui était également inenvisageable il y a encore quelques mois. Donc voilà, on se rend compte que Vladimir Poutine probablement est en train de produire l'effet inverse qu'il souhaitait, c'est-à-dire que sa politique du fait accompli ne passe pas, et on va probablement, et en tout cas je pense que c'est souhaitable, vers un renforcement de la position de l'Ukraine et peut-être à terme un rétablissement de son intégrité territoriale. Enfin, sauf qu'on ne connaît pas la réaction de Vladimir Poutine qui est assez imprévisible. Non oui. Et qu'on peut s'interroger sur la mondialisation aussi du conflit. La réponse est déjà, je pense, dans la question. Le conflit mondialisé. Oui, absolument. Le conflit mondialisé, donc on est face à un nouveau type de guerre mondiale. Faut pas, l'histoire ne se répète pas exactement, voilà, à chaque fois comme ça avec les mêmes matrices. Donc là, c'est un conflit mondial qui utilise, comme on l'a dit plusieurs fois, toutes les ressources et toute l'arborescence, voilà, du conflit économique, politique, énergétique, géopolitique. Donc ça, c'est clair. Ce qui s'est passé à Jeddah, c'est effectivement très intéressant. D'autant plus que c'est aussi un bon coup de MBS qui a ainsi neutralisé le retour en vedette et en majesté de Bachar el-Assad, un peu fait pour ça. Qui était effectivement c'était fait pour ça. Donc Zelensky a bien voulu se laisser quelque part instrumentaliser parce qu'il en profite également. Il a permis de donner quelques vérités, voilà, à des effectivement des pays, des chefs d'État qui sont un peu tièdes à son égard parce qu'ils considèrent que c'est pas leur histoire d'une part, et que deuxièmement ils sont plus effectivement enclins à être alignés sur les Chinois ou sur les Russes. Donc de ce point de vue-là, oui, il a poursuivi une tournée diplomatique très intéressante depuis quelques jours, en attendant que l'offensive démarre. Il y remplit l'agenda. Tant qu'il n'y a pas l'offensive tant attendue, il doit provoquer et être présent sur le terrain politique et diplomatique. Et puis, je dirais qu'effectivement, les experts en géopolitique nous ont appris un terme nouveau depuis quelque temps, c'est l'engagement incrémentiel, comme ils disent, c'est-à-dire cran par cran, effectivement, des Occidentaux dans ce conflit, parce que effectivement, vous avez raison, on n'imaginait pas il y a quelques mois ou l'année dernière même que des avions seraient envoyés, donnés par les pays occidentaux à l'Ukraine, et comme l'a dit Emmanuel Macron, les pilotes vont être formés. Donc, cran par cran, on avance, et effectivement, ça resserre, je dirais, le kiki autour de Poutine. Oui, il y a la partie Ukraine dans le G7 d'Hiroshima, puis il y a aussi la partie Chine sur laquelle il faut dire un mot quand même. La partie Ukraine, je partage l'idée que Zelensky a servi d'idiot utile à la communication de l'Arabie Saoudite, en faisant oublier que Bachar el-Assad, quand même, pour sa première sortie internationale, était là. Je note aussi quand même... Oui, je note aussi que Zelensky, comme arrivé dans un avion pavoisant les couleurs de la République française. Oui. Alors ça a été expliqué, que tous les pays ont participé. Oui, très bien, mais il y a marqué République française, si vous voulez. Donc, dans un chef d'État d'un pays en guerre qui se balade dans un avion officiel de la République française, pardonnez-moi, mais ça pose quand même, ça pose question, me semble-t-il. Oui, d'accord. Avion mis à disposition par Churchill. Oui, c'est ça. Zelensky et Churchill. Zelensky et Churchill. Et puis, sur les F-16, moi, je suis quand même assez inquiet. Alors, j'ai entendu la phrase de Joe Biden expliquant que Zelensky lui avait donné l'assurance que ces F-16, donc chasseurs américains, ne serviraient pas à bombarder la Russie. Bon, très bien, mais comme parfois Joe Biden ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit, si vous voulez, j'espère qu'il a bien compris que Zelensky lui a pas dit le contraire, parce que quand vous voyez sur la photo finale comment Biden a du mal à savoir où sont les photographes et qui est à côté de lui, on peut se poser la question, mais au-delà du joke, oui, livrer des avions de chasse à Zelensky, c'est quand même un sujet, pardonnez-moi. Alors je sais que les Occidentaux ne font pas peur à Poutine, qui avait dit on bougera si vous filez des chars d'assaut, on bougera. Bon, oui, mais voilà, si vous avez un vrai sujet avec un vrai F-16 qui va au-dessus de Moscou, il faut quand même... Ça n'est pas possible. Eh ben, écoutez... Militairement, c'est pas possible. Écoutez, on verra, vous êtes un expert. Oui, absolument. Ok,
Ok, mais juste sur la Chine quand même, parce que ça c'est le volet du G7 qui est super important. En fait, le vrai bras de fer, il est entre la Chine et les États-Unis, mais pas que sur la question de Taïwan, ou alors sur la question du business à Taïwan, c'est-à-dire des semi-conducteurs. Au nom de la liberté, si vous voulez, les Américains sont prêts à regarder quel est le business qui les intéresse et ceux qui les intéressent pas. Taïwan, c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi la machine à faire des semi-conducteurs, sans lesquels on ne produit plus rien. Mais le vrai bras de fer, il est économique entre la Chine et les États-Unis. Et quand vous voyez ce que sont en train de faire les Chinois, dont on parle jamais, la Chine est le nouveau FMI. C'est-à-dire que la Chine, pour le développement de ses routes de la soie, est en train d'endetter des pays en voie de développement en leur demandant de construire des infrastructures qu'ils payent sur les crédits que ces pays prennent et deviennent débiteurs de la Chine. C'est-à-dire que non seulement ils développent leur business, les Chinois, avec les routes de la soie, mais en plus, ils obligent ces pays à s'endetter massivement. Non plus auprès des organisations de Bretton Woods, mon cher Michael, mais auprès de la Chine, qui est devenue une sorte de FMI bis. Donc la menace de coercition économique de la Chine, c'était l'autre sujet qui, à mon avis, est passé un peu en dessous des radars, si j'ose dire, mais qui était un vrai sujet de ce G7 d'Hiroshima. Alors attendez, Christine, sur ces avions et sur effectivement cette unanimité autour de Zelensky et de l'Ukraine. Oui, alors effectivement unanimité, mais c'est une tournée, en tous les cas, ce que on peut lire. Je suis pas une spécialiste, donc je vais pas m'aventurer sur un terrain où là, effectivement, il y a des experts autour de cette table. Mais on sent bien à la lecture des journaux aujourd'hui, c'est qu'il réussit quand même une tournée internationale et qu'il a un soutien aujourd'hui qui est, enfin, en tous les cas, il est partout. Donc ça donne cette impression qu'il a un soutien absolument inconditionnel. Mais je n'irai pas plus loin. Oui, Michael, la question quand même, elle est qu'on est aux côtés. Encore, je repose ma question. C'est comment peut réagir Poutine. J'ai discuté avec une observatrice qui est allée en Ukraine et qui posait la question à des spécialistes qui disent on est sur un fil, on est quand même au bord du précipice, sans savoir quelle peut être la réaction de Poutine. C'est vrai, mais on pose régulièrement cette question depuis le lendemain du début du conflit, et on voit bien qu'à chaque fois, la ligne rouge est sans arrêt repoussée, puisqu'à chaque fois, les Occidentaux, comme on vient de le dire, s'engagent de plus en plus, et Poutine dit attention, retenez-moi si je fais un malheur, attention, là ça n'ira pas, mais ils avancent et puis il n'y a pas de réaction non plus. Donc comment va réagir Poutine? Moi je ne sais pas. Simplement ce que l'on voit, c'est que on a effectivement un isolement diplomatique à rebours de ce qui était dit, que l'opération spéciale est devenue maintenant une guerre reconnue par tout le monde, et que la Russie au fur et à mesure montre bien qu'elle a quand même, je dirais, une difficulté à porter, en tout cas militairement, cette guerre. Toute la communication sur Bakhmout le montre bien. Selon quand on écoute les experts militaires, cette localité n'est en rien stratégique. Non. Elle est devenue symbolique. Mais Verdun elle est aussi symbolique de la Russie. Verdun n'était pas non plus stratégique dans la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que le symbole a aussi son importance. Et là, le symbole, il est double. C'est-à-dire que c'est aussi le symbole de la puissance de la milice Wagner sur Poutine et sur son pouvoir. Et juste pour terminer ce que disait tout à l'heure Eric sur la Chine, non seulement, effectivement, c'est un FMI parallèle bis, mais il se paye par l'endettement, et les Chinois se payent également en mettant la main sur les zones de minerais et sur les mines qui sont stratégiques pour tous les matériaux et tous les composants. C'est comme ça aussi qu'ils installent leur suprématie dans tous ces secteurs. Très court, Alexis. Non, mais c'est évident qu'au niveau diplomatique, il y a des messages multiples qui sont envoyés. Les Occidentaux aussi envoient des messages aux Chinois en disant attention, on est prêt à un conflit dans la durée pour aider un pays qui n'est pas un allié sur le plan des traités, mais qui est proche, on va dire, de nous, en tout cas qui souhaite rentrer dans l'Union européenne. Donc il y a un message effectivement qui est aussi envoyé aux Chinois par rapport à Taïwan de ce point de vue-là, mais les Chinois, je pense, aujourd'hui ont intérêt plutôt à aller sur le terrain économique, parce que c'est là où ils gagnent des parts de marché, parce que c'est aussi une économie, elle a aussi besoin des marchés occidentaux, elle inonde. Allez un peu voir dans nos magasins où sont les produits chinois. Si demain il y a un problème avec la Chine, c'est pas qu'il y aura un problème qui va au-delà de la question diplomatique et militaire, c'est l'économie chinoise, peut-elle continuer à fonctionner sans ces marchés occidentaux en particulier. Et dernier point, pour rassurer Eric qui avait l'air d'être un peu stressé, il n'y a aucun risque que les F-16
arrive à Moscou, parce que le F-16, c'est un avion d'ancienne génération. C'est l'équivalent du Mirage 2000. Vous voyez, c'est des avions qui ont déjà 30 à 40 ans. Donc ça va juste permettre aux Ukrainiens de rééquilibrer un peu, de mieux défendre leur territoire national et éventuellement de mener quelques opérations offensives, notamment en Crimée. Mais il n'y a aucune chance que technologiquement parlant, ils prennent la supériorité aérienne. Allez, petite pause et on revient. Et je voudrais bien qu'on parle des LR avec Mickaël dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue à parler de l'Ukraine avec Alexis Bachet, mais le coup de gueule ou le coup de projecteur de Mickaël Darmon, ce sont les LR qui sont unis. Ils sont unis. Je ne sais pas s'ils sont unis, mais il y a eu un travail. Voilà. Et c'est ça que je voudrais, moi, qui m'a frappé. Hier, vous avez peut-être vu la une du journal du dimanche. Oui, je l'ai vu. Et j'ai lu le texte, j'ai vu le commentaire. Je vois bien que là, c'est le fruit d'un travail pour la première fois depuis bien longtemps. Ouais. Assez charpenté, plutôt cohérent et en même temps paradoxal parce que ils s'inspirent quand même, ils y sont tous d'ailleurs apparemment aujourd'hui, ils s'inspirent quand même du travail et de la démarche d'un gouvernement social-démocrate au Danemark qui a peu ou prou produit une armature similaire à la proposition et au texte de LR. Donc je trouve que c'est au fond intéressant parce qu'il faut quand même le marquer. Voilà, là c'est à cette époque-là, avec ce texte-là, qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait sur effectivement un sujet qui au centre des évolutions économiques, géopolitiques, sociales de la France, c'est l'immigration. Et donc, il faudra quand même que ce sujet soit pris autrement que par la 22e, 23e, 24e loi que les Français ne comprennent plus. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que paradoxalement aussi, ça va produire encore des secousses. D'abord en interne, parce que là, pour le coup, il n'y aura pas forcément une unité sur au sein de la droite ou ce qu'il en reste sur ce sujet. Et ça indique aussi que lorsqu'on va arriver avec le texte immigration du gouvernement au Parlement, normalement les LR vont manquer. Donc il y aura encore un problème, parlementaire aussi pour le gouvernement. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, mais en tout cas, au moins sur ce texte-là, c'est vrai, la droite a travaillé et il faut le remarquer. Que de la com, disait ce matin Malika Sorel. Non, c'est pas vrai. Non, elle a tort de ce point de vue-là. C'est pas que de la com. Le bouclier constitutionnel est intéressant. Le questionnement est posé est intéressant. Il y a une contradiction dans les termes quand même, c'est qui est de dire on va pouvoir s'affranchir de certains textes européens, mais il faudra qu'on fasse ça dans une coordination européenne. Donc il va falloir quand même être assez audacieux. Mais le Danemark a réussi. Oui, tout le monde effectivement. Non, mais c'est vrai. La question quand même. Non, mais je veux bien qu'on donne l'exemple du Danemark. La question à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi ça a fonctionné. C'est pas la même population. C'est la volonté politique. Oui, il y a aussi la volonté politique. C'est la volonté politique. Alexis. Alors peut-être juste d'abord sur le Danemark, il faut se rappeler que le Danemark avait voté non au traité de Maastricht et avait obtenu en renégociation un système d'opting out qui lui permettait de ne pas appliquer certaines dispositions du traité de Maastricht et en particulier les dispositions concernant la justice et la circulation des personnes. Que je sache, la France, elle, a voté pour le traité de Maastricht et en applique les dispositions. Donc là, on veut un peu refaire l'histoire en arrière en disant, ça c'est juste le point juridique. Après, sur le plan politique, moi je vois plus tellement la différence aujourd'hui sur ce sujet-là entre les LR et le Rassemblement National. Donc de ce point de vue-là, ça signifie plutôt... Il y en a une, pardon, parce que le Front National, le RN a le mantra de l'immigration zéro et pas LR dans son texte. Oui. Donc c'est quand même une différence. Oui, Eric. Oui, alors ça c'est toujours l'argument ultime de la gauche, Alexis. Pardonnez-moi, c'est de dire oh là là, pinçons-nous le nez. Ce que propose la droite républicaine, ça sent mauvais, ça sent le RN. Bon, dans les sondages, mon cher Alexis, les Français considèrent que l'immigration illégale est un problème majeur, qu'il soit de gauche ou de droite. Bon, à mon avis, c'est bien joué pour deux raisons.
Après, on verra la faisabilité. La première raison, c'est que ce gouvernement, même si Elisabeth Borne a refilé la patate chaude à Gérald Darmanin, ce gouvernement titube, renonce, recule, découpe sur sa loi immigration. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus s'il va la présenter, ce qu'il y aura dedans. Il y aura du en même temps, c'est-à-dire en même temps, venez, on va vous donner des permis de travailler même si vous êtes illégaux, et en même temps, on va essayer d'être plus dur sur l'immigration illégale. Donc en fait, là, je pense que politiquement, je parle d'une stratégie politique, les LR, ils sont en train d'occuper un espace dans lequel la majorité actuelle patauge allègrement depuis des semaines et des mois. Premier point. Deuxième point, il y a 2 mesures, moi, pardonnez-moi, qui me semblent intéressantes. Je mets de côté la contestation que l'article 11 de la Constitution ne permettrait pas de faire un référendum sur l'immigration. Bon, je suis pas assez illégal, je suis pas assez juriste pour le dire, mais il y a 2 points qui sont intéressants. Oui, l'idée, comme les Danois, j'ai noté le point juridique, Alexis Bachelet, de pouvoir mettre dans des pays, dans des ambassades, dans des postes consulaires, l'examen des demandeurs d'asile avant qu'ils ne viennent en France, c'est un point fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que si on ne réforme pas le droit d'asile, les gens qui sont déboutés du droit d'asile en France, ils restent. Donc autant essayer de voir et de regarder leur dossier dans leur pays d'origine, dans des postes consulaires, pour voir s'ils sont éligibles ou pas à l'asile à la française. Bon. Et puis, deuxième chose qui me semble aussi intéressante de ce point de vue-là, c'est de pénaliser l'immigration illégale. Bah moi, je ne sais pas si c'est Rassemblement National, Alexis Bachelet, mais l'immigration illégale, c'est illégal. C'est illégal. Donc, si les gens qui viennent et qui prennent ce risque-là, pour leur vie déjà, en traversant la Méditerranée, et pour eux-mêmes, s'il n'y a aucune sanction, bah, ils se disent... Je viens comme travailleur illégal, je reste un peu, je suis où on me donne un permis de travail, ou en tout cas je m'en sortirai. Non, si on pénalise l'immigration illégale, ce qui n'est pas un gros mot, ça peut avoir comme effet de freiner ceux qui sont candidats à venir illégalement en France. Vous êtes d'accord ? Illégalité, ça veut dire que ça contourne la loi. Mais le problème, c'est que le diable est dans les détails. Pénaliser, pénaliser, ça veut dire quoi ? Par exemple, supprimer l'aide médicale d'État ? C'est ça qu'on va dire. Le projet se transforme en aide médicale d'urgence. Moi, j'ai pas de problème. D'ailleurs, à l'origine, le but, pas de problème pour qu'on lutte contre l'immigration illégale. Mais il faut savoir après de quoi on parle. Bah, l'immigration illégale. L'immigration illégale, c'est illégal. Il y a le fond et la forme dans cette mobilisation des Républicains. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, ce que j'en retiens, c'est que finalement, les LR, enfin en tous les cas, ce qu'on constate, c'est que les LR prennent de vitesse le gouvernement par rapport au sujet de cette loi, de cette future loi immigration, où là, le gouvernement, effectivement, nous a annoncé une loi, puis après plus de loi, puis après coupé en deux, puis après on renégocie. Enfin, on sent que sur ce sujet-là, on avance sur un terrain miné. La question pour la société, c'est peut-on avoir en France, aujourd'hui, en 2023, un débat apaisé autour de l'immigration? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on est capable, tous collectivement, de se mettre autour d'une table, sans stigmatiser les uns et les autres, en sachant que nos frontières, elles sont européennes, hein, puisque, que je sache, on n'a pas encore vu arriver sur les côtes françaises, à part à Mayotte, des bateaux de migrants. Donc, il faut qu'on négocie. Ça s'appelait l'Ocean Viking, oui, si, quand même. Oui, l'Ocean Viking, parce que c'est comme une mesure avec ailleurs, Eric. Enfin, soyons sérieux. 2 minutes, ils arrivent par l'Italie, ils arrivent par l'Espagne. Des bateaux de migrants. Oui. Donc ils sont coincés, puisqu'on le voit bien avec la problématique aussi de la Grande-Bretagne, avec ces migrants qui sont coincés du côté de Calais. Donc tous ces sujets-là aujourd'hui, quel que soit, 21 mois en 21 ans. Voilà, ça dit l'ampleur de la non-réponse collective qu'on est capable de prendre. Ça sera juste mon commentaire, parce qu'aujourd'hui, ça nous fait peur, ce qui est logique. Je fustige personne. Il faut des réponses aussi. On entend également des secteurs entiers dans le domaine du travail. En tous les cas, on entend les hôteliers-restaurateurs par la voix de Thierry Marx qui demandent une régularisation de gens qui sont dans les arrière-cuisines. Donc ça doit être aussi une réalité. Et les LR sont contre. Donc la question c'est, est-ce que collectivement, tous, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, on peut avoir un débat serein? Je crains que non. Alexis Bachelet. Non, mais c'est pour ça que je disais qu'il fallait être dans le détail et pas dans les slogans. Parce que effectivement, il y a une accumulation de restrictions
de refus, par exemple, de régulariser les gens qui sont déjà dans un poste de travail. Et là, effectivement, ça veut dire qu'on est sur l'immigration. On n'est plus très loin de l'immigration zéro, pardon. Je veux dire, si au bout d'un moment, on additionne tout un tas de restrictions, de limitations, l'asile, et que même sur l'immigration du travail, avec même des gens, avec même des gens, mais personne dit ça, Eric. Personne dit qu'il n'y a pas d'abus. Personne dit qu'il faut pas de contrôle. Il faut des contrôles. On est dans des États-nations. On a le droit de contrôler ses frontières. On a le droit de mettre des règles. Mais après, si l'addition de toutes ces règles fait que on veut plus du droit d'asile, qu'on veut plus non plus du travail. Non, mais qui a dit ça? Pardon, ce que tu dis tout à l'heure, l'asile, il y a une partie des demandes d'asile qui sont liées à la situation politique, dans un pays. Tu vas demander à des Syriens, par exemple, qui sont menacés d'aller au consulat de France à Damas enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Après, on peut dire, on fait du slogan pour essayer de rassurer les gens et leur dire, voilà, vous inquiétez pas, on va tout bloquer, on va tout stopper. Puis après, il y a le réel. Le réel, il est juste un tout petit peu complexe. Et mon dernier mot, c'est pour dire qu'effectivement, la question de Christine est pertinente. Est-ce qu'on peut débattre de ces sujets-là de manière apaisée? À l'évidence, non, avec les partis politiques, parce qu'il y a toujours de la surenchère. Peut-être que l'idée d'une conférence citoyenne aurait un peu plus de sens, c'est-à-dire demander à des vrais gens, soi-disant les sondages nous disent tout le monde a la trouille, etc. Peut-être que sur ces sujets-là, il faudrait, pour décrisper un peu le débat, le sortir des griffes de la démagogie et essayer d'aller parler des sujets. Alexis Bachelet, vous voulez de l'apaisement et vous voulez discuter de manière décrispée de ce sujet-là, mais vous avez été le premier à commenter les propositions LR en disant que c'était des proches du Rassemblement National. C'est factuel, donc ça, si, alors vous apaisez pas, si vous voulez, vous décrispez pas. Factuel, mais il y a plein de gens à gauche qui font leur mea culpa sur les questions d'immigration illégale. J'en connais plein et je pourrais vous citer. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média. À tout de suite.